Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on ait 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode! Cet épisode va nous rappeler nos vacances d'été, puisqu'on va parler d'océan, de poissons et surtout de pêche. Bonjour Maxence. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir au micro de Swansea. Tu vas nous raconter une autre réalité, celle d'un acteur majeur du littoral, car tu es la nouvelle génération de la poissonnerie chez Anita et Max, en Charente-Maritime, que tu co-gères avec tes parents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de la poissonnerie ? Alors c'est une poissonnerie que mes arrière-grands-parents ont fondée il y a déjà bien des décennies. Donc nous, on est poissonniers depuis 4 générations et marin-pêcheur depuis 3 générations. Pourquoi 3 ? Parce que du coup, moi, je l'arrête et je me base que sur la poissonnerie. Donc, comme tu l'as dit, ton père est pêcheur et ta mère est poissonnière. Et est-ce que tu as toujours voulu reprendre l'activité de tes parents ? Non, ça n'a pas été la voie du départ, mais pris par la passion de mes parents qui a été très envahissante à la maison, je me suis pris dans le truc et au final, en route, je me suis lancé. Vous travaillez en famille. Comment est-ce que vous vous divisez les tâches ? Alors au tout départ, quand on s'est associé avec ma mère, je lui ai demandé ce qu'elle préférait et elle, c'est plus la vente et moi, plus les achats, donc ça a été très très simple. Moi, je m'occupe de toute la partie achat du poisson, ma mère de toute la partie vente. Donc, tu n'as pas que la partie de la pêche de ton papa, il n'y a pas que la pêche de ton père que tu vends après sur l'étal de la poissonnerie. Non, en effet, parce que mon père ne peut pêcher toutes les variétés. Du coup, je m'approvisionne aussi en produits d'exportation via des fournisseurs français qui, eux, importent des produits du monde entier, mais aussi des criées tels que Cherbourg pour les coquilles Saint-Jacques l'hiver, ou bien les Sables d'Olonne qui sont bien réputés pour leur thon, leur merlu, leur lieu jaune. Et je me sers aussi à Saint-Gilles pour leurs sardines qui sont juste exceptionnelles. Tu dis que toi, tu es principalement aux achats. Est-ce que tu peux nous donner une journée type dans ta vie en tant que poissonnier et entrepreneur ? Alors, une vraie journée type, alors on se lève sur les coups entre 2h30 et 3h30 pour être en achat en direct à la Cotinière pour une criée qui commence aux alentours de 4h30. Et c'est lors de ce moment-là où j'achète en ligne à Cherbourg, au Sables d'Olonne, à Saint-Gilles. Après, généralement, il y a toujours un peu de discussion, un peu de café avec tous les copains à la criée pour ensuite arriver au marché sur les coups des 7h où ma mère est déjà arrivée depuis au moins 5h pour pouvoir commencer le banc. On fignole le banc à 2, on met les prix, on papote, on boit un café, on sert jusqu'à midi et demi, on remballe. Et ensuite, on a terminé sur les coups des 1h30, petite pause et après la criée de l'après-midi en achat en ligne depuis la maison est à 15h à la Cotinière. Et on termine sur les coups des 17h. Ça, c'est une journée type sympa. Et on se repose quand dans tout ça ? On se repose entre 1h30 et 15h et un peu le soir, mais bon, c'est pas la priorité. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est la prochaine génération à reprendre l'activité familiale ? On ressent un sentiment de bonheur et de fierté de pouvoir reprendre l'activité, mais c'est aussi beaucoup de pression pour respecter et perpétuer la tradition familiale. Juste pour revenir un peu avant avec ce que tu disais, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une criée et un banc pour bien qu'on comprenne tout ? Alors une criée, c'est-à-dire c'est tous les marins pêcheurs qui déposent leurs poissons sur une criée la plus proche et ensuite c'est là où nous on se regroupe tous les acheteurs pour pouvoir ensuite l'acheter via un système d'enchères qui est prédéfini un peu à l'avance et un banc c'est vraiment une étale d'une poissonnerie standard où du coup là c'est réservé qu'aux particuliers pour acheter. Tu dis que c'est sous principe d'enchères. Est-ce que c'est un peu défini à l'avance ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est l'enchère comme on l'imagine, comme nous on peut participer à une vente aux enchères ou est-ce que ça se passe un peu différemment ? Alors, c'est un peu comme une vente aux enchères, oui et non, parce qu'en fait, là, pour déterminer un prix, c'est suivant l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire, plus il y a de variétés de poissons en masse, et plus le prix va baisser. Et c'est pour ça que le prix varie énormément suivant les saisons, parce que plus il y a de demande, il n'y a pas beaucoup plus de poissons, mais s'il y a plus de demande, les cours augmentent pas mal. Et qui fixe ces prix-là ? Indirectement, c'est les acheteurs qui fixent le prix en ayant beaucoup plus de demandes ou beaucoup moins. Généralement, c'est les acheteurs, donc nous les poissonniers.
Ça fait 4 générations que vous êtes poissonnier. De quelle valeur tu as hérité de tes arrière-grands-parents qui étaient eux aussi pêcheurs et poissonniers? Alors ils m'ont appris surtout à respecter le poisson et à surtout bien le travailler, mais aussi de ne jamais tricher avec les clients, parce que sinon les clients le ressentent beaucoup. Comment est-ce que tu respectes les poissons? Il est très très simple de respecter les poissons, c'est-à-dire c'est de mettre en valeur de la meilleure des manières sur le banc et ensuite de très bien le travailler, soit en le pelant, soit en le vidant, en faisant un très beau filet pour que ça convienne à tous les clients. Alors comment est-ce que tu as réussi à dynamiser la poissonnerie depuis que tu y travailles? Alors la poissonnerie, il y a encore 5 ou 6 ans, n'achetait exclusivement qu'à la cotinière et du coup était vachement restreint sur les arrivages, mais aussi sur les variétés. Donc j'ai essayé de la dynamiser en achetant sur différentes criées pour varier les espèces de poissons, mais aussi et surtout, depuis le Covid, on a instauré un système de livraison qui cartonne et du coup ça c'est génial, c'est comme ça que je l'ai dynamisé. Et donc dans ta journée, à quel moment tu vas livrer ou tu vas organiser toutes les préparations de commandes? Alors, c'est-à-dire que je livre tous les vendredis matins. Mes clients me contactent entre le mercredi soir et le jeudi soir, même jusqu'au vendredi matin pour les plus tardifs, et je livre tous les vendredis matins. Donc tu as prévu un jour dans la semaine où tu livres? C'est ça, donc je regroupe tout le monde sur une seule journée. Parce que le reste du temps, c'est quoi? C'est tous les jours, tu vas à l'étal au marché? Oui, c'est ça, en fait, on a 9 marchés semaine en moyenne à l'année. On travaille du mardi au dimanche à la Tremblade l'hiver et du 7 sur 7 l'été à la Tremblade et ensuite on est le mercredi et samedi au marché à Arvers. Donc tu as déjà réussi à dynamiser, à faire des livraisons et plus les achats ailleurs. Est-ce que tu as d'autres projets pour la poissonnerie? Alors j'ai pas vraiment de futurs projets mais je souhaite surtout garder la même image sur mon entreprise pour que mes clients soient toujours contents. Et tu as quel retour généralement de tes clients avec ta poissonnerie? Alors généralement le meilleur retour c'est quand on les voit toutes les semaines venir devant notre état avec un grand sourire. Et j'ai pas besoin de plus. Tu disais que tu voulais rester dans cette bonne image, etc. Tu as besoin de quoi pour atteindre tout ça? Pas grand chose mais surtout qu'on ait toujours un super arrivage de poissons tous les jours et c'est ça qui est un peu le plus dur à avoir car on dépend beaucoup des saisons, du temps. Donc c'est vraiment avoir toujours le meilleur poisson au meilleur prix possible sur mon banc. Si tu avais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu pourrais faire avec? Alors, on pouvait faire plein de choses, mais surtout le rêve de ma mère, c'est-à-dire acheter une poissonnerie, car là, on est sur une étale de marché, du coup, on est vachement restreint, c'est difficile de s'agrandir, donc du coup, on achèterait une grosse poissonnerie, quelque chose où ça serait plus simple à travailler, peut-être. Toujours en Charente-Maritime? Ah, toujours, oui, toujours. Et est-ce que tu aimerais que ton fils, qui a actuellement 1 an, reprenne la poissonnerie? Alors, cette question est très compliquée à répondre, car vu comment le métier évolue vite, j'ai du mal en fait à déjà moi-même à savoir si je vais pouvoir terminer dans ce métier-là. Donc mon fils, on va attendre un peu pour lui demander, mais oui, pourquoi pas. Tu t'inquiètes pour ton activité future? Oui, parce que le métier évolue énormément et beaucoup trop vite. Et pour l'instant, on n'a pas d'avenir, on n'a pas de réponse surtout sur notre avenir de notre métier. On est un peu dans le flou, donc à voir. Mais ça se trouve, ça va évoluer dans le bon sens. C'est quoi les questions que tu te poses par rapport à ton avenir? Est-ce qu'il y aura toujours autant d'espèces? Est-ce qu'il y aura toujours autant d'apports en termes de kilos? Est-ce qu'on aura toujours les mêmes variétés de poissons? Pas mal de petites questions comme ça. Qu'est-ce que les gens ne voient pas sur la réalité de ton métier? Je pense que les gens ne voient pas les heures du métier, c'est-à-dire que ok, les gens arrivent de 8h à midi, donc 4 heures, mais malheureusement à marché ce n'est pas que 4 heures de boulot. Pour arriver à former une étale digne de ce nom, il faut des heures et se creuser la tête pas mal de temps avant. Qu'est-ce que tu aimerais dire donc aux gens qui ont parfois la flemme, qui manquent de motivation ou qui n'ont plus le goût de l'effort? Alors c'est hyper dommage, d'une c'est un métier où on recherche toujours du monde, tous les matins je me réveille la nuit et j'ai personne sur la route. On n'est pas du tout embêté avec le téléphone, on est tranquille dans notre petit coin, donc on peut être soit assez solitaire ou soit travailler dans l'entreprise de poissonnerie à faire le banc, donc là on peut être avec du monde, donc tout est possible. Et c'est surtout qu'on se réveille avec le lever du soleil sur la mer, et ça c'est quand même extraordinaire. Par rapport à l'évolution actuelle de la pêche, comment est-ce que tu aimerais qu'elle évolue dans le futur? Alors j'aimerais qu'il y ait toujours autant de variétés de poissons, surtout, ce qui permet en fait d'enrichir nos étals, et surtout toujours autant d'apports.
Et puis avec pourquoi pas des nouvelles variétés qu'on puisse développer. Mais surtout, il y a des produits un peu oubliés. Et j'aimerais qu'on les mette plus en valeur via soit les réseaux, soit la télé, soit des reportages, pour qu'on puisse justement adapter tous les poissons à notre assiette. Quelles variétés sont oubliées? Il y a plein de variétés comme la roussette, un peu la vive, le grondin, tout ce qui est rascasse et tout ça, c'est un peu oublié. C'est hyper dommage que ce sont des produits très fins et très agréables en bouche. Est-ce que tu es épanoui dans ton métier? Ah oui, c'est génial, on s'éclate, on se lève le matin, la nuit, il n'y a personne sur la route, donc on peut travailler sans perdre de temps. On voit le lever du soleil tous les matins, donc c'est vraiment super agréable. Et puis le contact avec les clients est formidable. Tous les jours, on a moyen de discuter. Et est-ce que tu as une anecdote avec tes clients? Alors des anecdotes, on pourrait en citer des centaines et des centaines, mais il y en a une particulièrement qui m'a fait beaucoup rire. Quand on fait les livraisons le vendredi, on rentre un peu plus dans l'intimité des gens. Je suis rentré chez une petite mamie hyper agréable que je servais depuis quelques années. Et elle m'a demandé de régler son pH de piscine. J'ai trouvé ça surprenant pour un poissonnier qui règle un pH de piscine. Mais écoutez, c'est assez rigolo et j'ai même eu le droit à un petit verre à la fin. C'est génial. Et c'est vrai en plus. Concrètement, comment notre génération pourrait aider les acteurs du littoral pour sauvegarder les espèces maritimes? Alors cette question sur tous les métiers est compliquée, je pense, mais par exemple dans notre métier, on pourrait acheter peut-être moins de produits importés tels que le cabillaud, les saumons, les crevettes qui malheureusement passaient plus de temps sur la route, sur le bitume que dans l'eau parce que ça vient souvent de pays étrangers qui sont acheminés vers les grossistes en France par cargo. Les grossistes nous les réexpédient, eux, par poids lourd. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué. Des produits comme ça et plus axés sur le local. Et après pourquoi pas revaloriser. Par exemple, quand on fait du filetage, nous, on a souvent en perte, on a les têtes de poisson ou les arêtes, des choses comme ça. Donc peut-être pas, pourquoi pas les collecter, avoir une entreprise ou une association qui les collecte et puis qui le revalorise soit en soupe de poisson ou je ne sais pas, en granules ou quelque chose pour justement avoir zéro perte. Et puis aussi peut-être les poissons qui sont des fois malheureusement pris dans le chalut, qui sont de trop faible qualité pour être nous revendus. Donc on aimerait bien que ce soit revalorisé pour que vraiment il y ait un cycle qui se forme et qui soit infini puis avec zéro perte. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qu'est le filetage? Alors le filetage, c'est toute la manière de travailler le poisson, c'est mettre en filet le poisson pour que justement il n'y ait pas d'arête et qu'il soit plus agréable et plus simple à manger. Et après, pour arriver à un cercle vertueux avec zéro déchet. Exactement. Qu'est-ce qui différencie le poisson de ton étal d'un poisson que l'on peut trouver en grande surface? Alors, le poisson de grande surface, c'est aussi très bien, mais je pense que nous, en allant acheter notre poisson direct à la criée, déjà on a beaucoup moins d'intermédiaires qu'eux, qui eux passent par une centrale d'achat. Et nous, ça nous permet de sélectionner notre poisson et de savoir exactement ce qu'on vend, d'où il vient et pourquoi il est là. Quels sont les clichés que tu en as marre d'entendre sur ton métier? Le poisson, ça pue. Non, un poisson frais ne sent pas. C'est juste les tripes ou les abats qui sentent, mais sinon, le poisson frais ne sent pas. Sinon, il faut pas le manger. Sinon, c'est compliqué de le manger. Quand il sent au départ, il sentira forcément à l'arrivée. Tu vis au rythme des marées et du cycle de la nature. Quelle est ta relation avec le monde vivant et l'océan? Alors du coup, c'est vrai que ça, on est vraiment dépendant de la météo, des marées, et c'est aussi ce qui fait son charme. Et nous, du coup, on est obligé de s'adapter. Et quand ça va pas, on prend le temps et puis on attend un petit peu. Alors qu'en ville, c'est beaucoup plus linéaire, et du coup, on travaille complètement différemment. Tu deviens ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Quel axe prioritaire mettrais-tu en place? Alors je ne mettrai pas forcément quelque chose en place, mais j'axerai encore plus sur préserver la ressource avec des quotas ou des mailles peut-être un peu plus définies. Et je pense que je me demanderai avant de faire quelque chose aux acteurs même de la pêche, c'est-à-dire les marins-pêcheurs, pour pouvoir vraiment établir une loi ou un quota ou une maille beaucoup plus adaptée. Vous avez beaucoup de contrôles par rapport à tout ce filetage, les filets, etc., les normes, la pêche? Alors oui, les contrôles sont journaliers par les crieurs, donc c'est-à-dire les ouvriers de la criée qui, eux, contrôlent aussi tout ce qui est taille, maille, et il faut savoir
les apports aussi. Et après, il y a beaucoup de contrôles suite aux affaires maritimes. Et après, sur les marchés, en termes d'étiquetage, de provenance, etc. Donc, on est vraiment contrôlé. Et honnêtement, ça a que du bon sens. Est-ce que tu sais combien il y a de criées en France ? En France, il me semble qu'il y a une trentaine de criées, plus ou moins grosses. Après, suivant les ports, il y a plus ou moins d'arrivages. Ça dépend, mais il y a une trentaine de criées. Si tu devais dîner avec 2 personnes, mortes ou vivantes, qui inviterais-tu et pourquoi ? Fini le poisson, passons à quelque chose de plus intime, on va dire. Moi, je dînerais avec Christophe Maheu. Il m'a toujours bercé mon enfance, je l'adore. Même si pas tout le monde l'aime, moi je l'aime bien. Et pourquoi pas en tant qu'année Coupe du Monde avec Grégory Aldrit, parce que c'est un mordu sur les terrains et un gros bosseur, un peu comme moi, donc pourquoi pas avec lui. Est-ce que tu as une devise, une phrase de vie ? Alors oui, je pense que la meilleure manière de prévoir le futur, c'est de le créer. Merci beaucoup Maxence. Merci surtout à toi. On te souhaite de réussir et que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup et belle réussite aussi à Swansea et puis encore de belles interviews à suivre. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager le plus possible, à vos amis, à vos proches et à vos propres sources d'inspiration. Retrouvez-nous également sur tous nos réseaux sociaux en tapant swansea.co et sur notre site internet du même nom. Alors, on a besoin de vous, donc à la semaine prochaine, car désormais, c'est à nous de parler.